Messieurs, dames, bonsoir. Pendant 17 ans, il a lutté inlassablement contre l'occupant français. Un adversaire qui lui était pourtant supérieur en nombre et en matériel. L'émir Abdelkader demeure le symbole de la résistance nationale contre l'occupant français. Né à la Gatna, près de Mascara en 1808, l'émir grandit dans une famille empreinte de spiritualité, de foi et de savoir. Il y a exactement aujourd'hui 134 ans, dans la nuit du 25 au 26 mai, que l'émir s'est éteint. On le connaît, nous tous, comme étant le fondateur de l'État algérien, mais il était également un véritable chef de guerre, empreint d'un humanisme peu connu pour l'époque. S'il savait manier l'épée et la poudre, le fils de Si Mohiddin était aussi un poète philosophe. Sa plume ne le quittait jamais. Vous venez de voir le documentaire réalisé par Salim Brahimi. Nous continuons le débat ce soir ici au musée central de l'armée dans le pavillon dédié à l'émir Abdelkader. Nous accueillons pour en parler monsieur Mohamed Boutaleb, président de la fondation de l'émir Abdelkader et descendant de l'émir Abdelkader. Bonsoir. Bonsoir. Nous accueillons également avec nous monsieur Soufi Foued, historien et chercheur au CRASC. Bonsoir. Et professeur Moustapha Khiyati, vous êtes médecin, chercheur et enseignant à l'université d'Alger. Vous êtes aussi écrivain, vous êtes penché sur cette pratique humanitaire qu'habitait l'émir Abdelkader et aussi sur son organisation du secteur de la santé. Tout à fait. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation et d'être là ce soir parmi nous. On va d'abord recontextualiser les événements. Nous sommes en 1830 lorsque la France débarque à Alger et c'est son arrivée, l'arrivée du contingent à Oran, qui va un petit peu faire bouger les choses. Les tribus cherchent alors un chef pour lutter contre l'occupant. Monsieur Boutaleb. Oui, il faut dire que les Français, d'abord, devaient se contenter uniquement de l'Algérois, mais puis après, ils se sont infiltrés pour occuper l'Oranie. Quand ils ont occupé l'Oranie, il y a eu des batailles. Ces batailles, il y a eu une qui était célèbre, c'est celle de et c'est dans cette bataille que l'émir Abdelkader s'est distingué. Une bataille qu'il avait menée auprès de son père. Il avait menée auprès de son père, et puis il avait un courage. On disait que les balles et les boulets glissaient sur lui, et ça lui permettait de rentrer dans les troupes ennemies, auprès de troupes ennemies, pour sortir les blessés, et notamment son neveu est revenu. Alors, ces faits sont relatés par les historiens qui, à l'époque, ne connaissaient pas l'émir Abdelkader, un jeune homme. Voilà. C'était en 1830, donc 2 ans avant qu'il ne soit proclamé émir el-Mo'minin. Il faut savoir aussi que ce n'est pas l'aîné de Si Mohiddin, grand notable de l'époque, mais son 3e enfant de sa 2e épouse. Et pourtant, il n'y a pas eu le droit d'aînesse dans ce genre d'événement. D'habitude, c'est l'aîné qui prend le relais du père. Et là, c'est Abdelkader qui a été choisi. C'est ses qualités intrinsèques qui ont permis de le choisir. Il était connu pour son courage, sa piété, il était poète aussi, comme vous le disiez, et une nuit, les tribus se sont réunies pour se donner un chef. C'était Mohiddin qui était à l'époque sollicité. Mais c'était Mohiddin étant... Vu son âge avancé. Vu son âge avancé, dit, moi je ne peux pas. Alors c'est le désarroi au milieu des tribus qui voulaient avoir un chef. C'est Sidi El Hadj qui était aussi un grand alim de la région de Reuss, qui est venu trouver Sidi Mohiddin et a dit « désigne ton fils ». Parce que j'ai eu une révélation que c'était lui qui devait prendre. Sidi Mohiddin a accepté. Son fils avait 24 ans. 24 ans, et il y a eu le premier qui l'a c'est Sidi Mohiddin. Alors, il faut savoir que, bon, on l'avait dit juste avant, ce n'est pas son aîné. Lorsque les tribus vont voir Si Mohiddin, bien sûr, c'est lui qui est sollicité en premier pour être leur chef. Vu son âge avancé, il refuse. On demande alors l'homme qui sait manier l'épée et la poudre. C'était l'homme de la situation à ce moment-là, et non pas l'aîné qui était l'homme des livres.
Professeur Khiyati. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réunion des tribus et Cheikh Mahiddin a demandé à l'Assemblée de désigner quelqu'un parce que lui, il n'était pas donc dans un état physique ou de santé qui lui permette de continuer le combat. Et lorsqu'il y a eu un silence dans la salle, lui-même a proposé Ben Ismaïl, qui allait devenir général de l'armée française par la suite. Ben Ismaïl s'est désisté tout de suite. Et donc le débat est resté, pourquoi pas l'émir, pourquoi pas Abdelkader. Abdelkader, c'est vrai, vous l'avez mentionné, était le troisième enfant, mais très jeune était devenu le confident de son père. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a choisi pour aller avec lui au pèlerinage. Il était toujours auprès de son père. Hein. Absolument. C'est le seul qu'il avait suivi au pèlerinage, il le choisissait toujours en donc premier. ça augurait déjà la sa place privilégiée. Oui. Mais ce qui est important, c'est qu'avant cette grande réunion où on devait choisir quelqu'un, l'émir Abdelkader avait déjà montré ses capacités guerrières, notamment lors de la bataille de Khamkhamnitah, où il avait donc à plusieurs reprises approché pratiquement à quelques mètres les contreforts français, malgré donc les boulets, les balles. Ensuite, il y a son neveu, donc le fils de son grand frère Mohamed, qui a été tué, donc qui est tombé, et il a été le chercher donc des lignes françaises pour le ramener vers. Donc il a montré qu'il était un véritable cavalier, et ce qui lui a valu une reconnaissance même de ce qui vont être ses pires ennemis, c'est-à-dire les douaïrs et les Smala par la suite. Alors, on l'a vu, il est très bon cavalier. C'est aussi quelque chose qui est connu dans les tribus des Hachim, qui savait manier l'épée, la poudre, la plume. Il a su faire le consensus des tribus. Il a fait le consensus des tribus, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe uniquement. Il faut se poser la question, et je me la suis posée, pourquoi cela ne s'est pas passé dans le Constantinois? Pourquoi ça ne s'est pas passé dans le beylik du Titri, et pourquoi ça va se passer dans le beylik d'Oran, de Mascara, non, d'Oran. Oui. C'est tout simplement que déjà à l'époque, il y avait des problèmes entre Mahiddin, qui était l'une des personnalités les plus influentes du beylik, et le bey Hassan. Et lorsque le bey Hassan va demander à son ennemi de toujours de s'unir pour essayer de faire quelque chose contre l'arrivée des Français, le Mahiddin, qui venait déjà de réconcilier d'autres personnes, d'autres tribus, etc., va refuser toute alliance avec le bey Hassan. Même si l'épouse du bey a joué un grand rôle dans la sauvegarde de la vie de Hassan, de Mahiddin et de l'émir, puisqu'elle était affiliée à la Qadiriya. Donc Mahiddin était le Muqaddam. Ce qui fait qu'à Constantine, c'est le bey Ahmed qui va qui va asseoir son autorité, qu'il avait déjà, mais un peu plus face aux Français. Le bey du Titri, il va se soumettre pratiquement tout de suite, mais bon, enfin, il va avoir une troisième histoire. Et dans le beylik d'Oran, voilà, c'est un jeune de 24 ans qui va lever, disons, l'étendard de la résistance. Quoique ce qui est encore plus important, il ne va pas faire que cela. Il va essayer, tout au long de ces 15 années, 15 ou 17 années, mais en fin de façon, les 2 dernières années, c'était déjà très difficile, de construire un État. Et ça tient effectivement à ce voyage qu'il a fait à la Mecque, en s'arrêtant au Caire, où il a été reçu par Mohamed Ali. Il va aller à Bagdad, mais c'est surtout cette discussion qu'il va avoir avec Mohamed Ali. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Quand il revient, il y a cette agression française, ce n'est pas encore l'occupation. Il faut savoir aussi qu'on va un peu trop rapidement sur le 5 juillet 1830. Ce n'est pas encore l'occupation, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire d'Alger. Non seulement ils ne savent pas ce qu'ils vont faire d'Alger, mais il y a en France une révolution, le roi... C'était aussi l'anarchie. Et puis celui qui arrive, il n'est pas non plus convaincu. Et il y a un très fort parti qui demande à ce qu'on laisse tomber Alger.
Mais Alger était riche. Oui. Et beaucoup de soldats sont repartis, avec leur chef d'ailleurs. Hein, le pillage d'Alger, ça a donné de l'appétit aux autres, quoi. Ils ont essayé de faire ça un peu partout, ils vont le faire. Hein, ils vont le faire. Donc celui qui va effectivement donner un caractère particulier d'abord à son statut et de chef, c'est effectivement l'émir avec l'image qu'on a derrière. Oui. Ou alors là, on peut dire en parlant avec un langage d'aujourd'hui, c'est le peuple qui l'a porté au pouvoir, contrairement à Hassan, le bey. Hein? Donc c'est ça la rupture radicale d'avec le temps d'avant, oui. Avec ce qui se passait avant. On a tout d'un coup un responsable qui sort de... Oui. Il faut savoir que c'était un système tribal à l'époque. Et là... C'est un système tribal, mais quand même la Qadiriya, ce n'est pas une seule tribu. C'est quand même plusieurs tribus. Non, je parle des tribus. Par contre, tout à l'heure, le professeur a très bien fait de rappeler les Douair et les Ismaïla. Les Douair et les Ismaïla vont jouer un rôle ils étaient déjà les marzen du bey, donc ils vont devenir le marzen ils vont continuer leur métier comme ils savaient le faire. Oui. Hein, et ça va être très dur. Ce qui va être encore dur, c'est très bien de l'avoir rappelé, le Bachara Ben Smaïl, son cousin. Il va dire, moi, toi, tu vas être mon chef. Il va l'accepter au début, mais après, il va refuser. Mais ce sont ces qualités intrinsèques, et là, très bien, M. Boutaleb l'a très bien dit, qui vont le faire émerger, non seulement de la famille, non seulement de sa tribu, mais en réalité de toute la région et ensuite de l'Algérie. Oui. Même s'il y aura des problèmes avec le Bey Ahmed. Justement, alors vous dites, il y a le tableau derrière nous, je précise que c'est le tableau représentant la Moubaya'a, c'est lorsqu'il prête serment sous le frêne. En présence des notables, bien sûr, c'est la Moubaya'a Amma, le 27 novembre 1832, puisqu'il y a une khassa en petit comité, là où on lui prête serment, on lui prête allégeance. On le reconnaît en tant que chef des tribus. Son objectif premier, vous le disiez, ce sera peut-être l'unification des tribus, apporter un pouvoir politique central, ce qui n'existait pas à l'époque, ce qui était déjà précurseur. Aujourd'hui, il venait avec des idées avant-gardistes. Monsieur Boutaleb. L'émir Abdelkader a prêté serment le 27 novembre 1832. Trois mois après, il sera en mascara à la mosquée. D'ailleurs, toutes les affaires de l'État se traitaient à la mosquée. Et rédige une lettre qu'il envoie à toutes les tribus en leur disant: les tribus de l'Ouest m'ont désigné pour diriger la révolution. Je vous demande de vous unir avec eux pour que nous soyons une force. Alors, l'émir Abdelkader a unifié les tribus, sauf les tribus dont parlait Fouet, qui, elles, c'était les hommes des Turcs qui étaient. Et ceux-là se mettront contre lui. Mais l'émir Abdelkader, l'idée première, c'était d'unir toutes les tribus d'Algérie. Les lettres sont parties, et dans pratiquement toutes les tribus, sauf celles citées par Fouet, ont accepté de le désigner comme chef. Vous savez, c'est une légitimité populaire, alors que le Bey Ahmed, c'était une légitimité qu'il a détenue de la Sublime Porte. Oui. Alors lorsqu'il se déplace à Mascara, c'est un petit peu son premier discours politique, on va dire, où il leur dit: j'ai été désigné comme étant votre chef, si vous trouvez quelqu'un qui peut porter l'étendard de la résistance qui est plus capable que moi, je vous laisse le choix. Mais c'est à ce moment-là que, pour unifier les tribus, il va proclamer la guerre sainte, le djihad. C'est à partir de là que commence la véritable bataille contre l'occupant français. En fait, le djihad a été proclamé par son père, par Al-Hajj Mahiddin, dès le moment où les Français ont occupé Oran. Donc ça a été renouvelé. L'émir Abdelkader n'a fait que reprendre le flambeau de sa guerre, bien la préparer.
ce que disait tantôt le Hajj Boutaleb est vrai, mais c'est beaucoup plus profond que cela, en ce sens que le gouvernement ottoman avait délégué en quelque sorte le pouvoir aux tribus, aux chefs de tribus. Ce qui fait que lorsque Alger a été prise, il y a eu une cassure dans la chaîne de commandement et chaque tribu s'est sentie donc pratiquement isolée, toute seule. La région s'est caractérisée par justement une anarchie totale et par une insécurité également. L'émir Abdelkader, en réunifiant, en fédérant les tribus, a également instauré une nouvelle sécurité. Et il le dit, donc c'est son premier autobiographe donc, qui le dit, l'anglais, qu'il a réussi à mettre en place une sécurité et les personnes pouvaient se déplacer d'est en ouest sans aucun problème. Et c'est comme ça qu'il faut voir peut-être la chose. Oui. C'est vrai que... Ce qui a réussi à faire asseoir son autorité, à le faire reconnaître en tant que tel. L'inspiration de Mohamed Ali a permis également de mettre la base d'un nouvel État, avec la mise en place d'abord de la justice, la mise en place également des impôts. Donc, oui, on va revenir plus en détail sur le fondement de l'État algérien moderne. Pour revenir, ça a été un chef de guerre intransigeant dès le départ, c'est-à-dire qu'il était fidèle à ses convictions. Il disait « Je gouvernerai la loi à la main, et si la loi ordonne et que mon frère y contrevient, je le sacrifierai de mes propres mains. Oui. » Il ne faisait pas de distinction tant que la loi était appliquée. C'est vrai. Et, il y a une anecdote, c'est que lorsque son frère a été nommé bey de Titri, et il était revenu avec des boutons qui étaient en or. Il lui a enlevé les boutons, on lui disait « Regarde-moi, moi c'est pas pour l'or, c'est pour la foi en Dieu que je combats. » Et il a désigné quelqu'un d'autre. Vous voyez, l'émir Abdelkader a désigné ses khalifas. C'est extraordinaire, c'était les meilleurs, parmi les meilleurs khalifas. Il y a le premier khalifa de lui, c'est Ben Allel, qui était khalifa de Miliana, qui avait aussi son... Bouhmidi, il faut rappeler que Bouhmidi a été envoyé à l'époque par l'émir Abdelkader voir le roi du Maroc, Moulay Abdelrahman, pour essayer de régler le différend qu'il y avait à l'époque entre l'émir Abdelkader et le roi du Maroc. Et Bouhmidi, tragiquement, a été empoisonné par le roi du Maroc qui, voyant l'influence de l'émir Abdelkader, craignait un peu pour son trône, puisque les oulémas de Fès avaient désigné l'émir Abdelkader à l'époque. Alors, il aurait pu être le roi du Moyen-Orient. Et il disait, moi, mon royaume, il est chez Dieu. Moi, je ne peux pas combattre des musulmans, parce qu'à l'époque, c'était ça le roi du Maroc. Mais le roi du Maroc, au début, il faut dire qu'il l'a aidé, et à la fin, puisque le Maroc, il y a eu le bombardement de Tanger et de Mogadir, et les Français l'ont obligé à prendre position. Et c'est là où Moulay Abdelrahman a pris position et attendait à ce qu'il combattait vis-à-vis avec les Français, pratiquement vis-à-vis de l'émir Abdelkader. Alors, il est vrai qu'en un temps très court, vous le disiez, l'émir Abdelkader a réussi à poser les premiers jalons d'un État moderne. Il a commencé à s'organiser administrativement, politiquement et aussi à monter son armée et à choisir Mascara comme sa capitale. Alors, il avait déjà mené des batailles, gagné quelques-unes et c'est ce qui va le mener vers le premier traité qui est signé en 1834, le traité des Michel. Oui. Le traité des Michel a été fait avec le général des Michel qui officiait ou qui était responsable du fortin d'Oran et de Mers el-Kbir, mais avec l'aval bien sûr du gouvernement militaire et surtout des autorités de Paris.
Donc le traité des Michel ne s'est pas fait uniquement entre... L'émir Abdelkader. Voilà, donc d'ailleurs le traité a été par la suite validé par le roi lui-même. Ce qui fait qu'il y a eu un engagement en quelque sorte de la France. Mais déjà au moment de la discussion de ce traité-là, l'émir Abdelkader a fait preuve déjà de connaissances en diplomatie, lui qui n'est sorti d'aucune école prestigieuse donc d'Europe de l'époque, a fait preuve d'un grand sens de l'État. Privilégier toujours le dialogue aussi, voilà, en discutant, et peser ses mots, parce qu'il disait que les mots étaient très bien choisis lorsqu'il écrivait. Il ne s'est jamais impliqué physiquement, il a toujours utilisé des envoyés, puisqu'il n'a pas rencontré des Michel. C'est un peu ce ministre des Affaires étrangères. Absolument. Et donc ça a donné le premier traité, qui peut être considéré comme un excellent traité, puisqu'il reconnaissait à l'émir Abdelkader un certain nombre de droits importants, et surtout la souveraineté sur une province souveraineté, de l'Oran. pas uniquement Oran, mais comprendre qu'il pouvait aller sur Alger. Sur une région qui allait pratiquement jusqu'à Alger. Et c'est là ce qui lui a permis, bien sûr, d'aller vers Meliana et d'installer donc le bey de Meliana, le khalife de Meliana qui était Ben Allel, et ensuite d'aller sur Médéa et d'installer un quatrième donc khalifa à Meliana. Bien sûr, il a mis en place, si vous voulez, on parle toutes les modalités de l'État. Il a mis en place un conseil du gouvernement, donc des ministres, un conseil de la Shura, une sorte de Sénat ou de Parlement, qui l'aidait dans ses décisions. La justice était séparée de l'exécutif, puisqu'il y avait un Qadi al-Qudat avec des juges dans toutes les muqata'at, ainsi que des juges au niveau des contingents militaires. Et il y avait une séparation, bien sûr, entre l'exécutif et le législatif. C'était un peu les embryons de tout à fait de ce qui se passait un peu, même dans les États les plus huppés, donc démocratiquement de l'époque en Europe. D'où est-ce qu'il tenait toutes ces aspirations et tout ce savoir aujourd'hui pour avoir basé les premiers jalons d'un État moderne algérien à l'époque? Vous disiez, il s'est inspiré de Mohamed Ali quand il est parti au Caire. Il y a un petit concept sur lequel je suis très réservé. C'est vrai, on dit qu'il a créé le premier État algérien moderne. Bon, c'est pas tout à fait, c'est pas entièrement vrai. Il existait déjà, avant lui, un État. Un État avec ses structures, avec son administration, avec ses juges, avec il existait un État. D'accord? Et donc lui, il va reprendre, en réalité, il va reprendre cet État. La grande différence entre l'État qui l'a précédé et le sien, c'est que lui, comme je disais tout à l'heure, il est sorti d'une sorte de volonté populaire. Tandis que le Dey, lui, non, il était imposé, non pas par la sublime porte, mais par une sorte de militaro-financière qui était là, qui ne s'entendaient pas toujours entre elles, c'était les janissaires, et qui lui nommaient les beys. Mais les beys avaient leur propre administration, qui avec cette administration négociée, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, avec les chiours, les qiyad des tribus. C'était ça le relais. Donc il va sauter ces relais, il va les conserver, puisqu'il va créer lui aussi, il va y avoir les Bachara, il va les créer, les Arabes plutôt, il va les créer, et les Français après lui vont continuer quelque temps dans ce système, et pour dire qu'il a existé un État avant... En fait, la différence, c'est qu'il a créé un État où il a algérien, c'est-à-dire où il a réussi à unifier les Algériens. Mais les autres n'étaient pas non plus des étrangers, contrairement à ce qui se dit. Personnellement, je n'ai jamais cru en l'altérité, à l'altérité des Algéro-ottomans. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'État ottoman, l'État ottoman a créé 3 provinces. Dar Sultan, mais 3 provinces.
ces 3 provinces de l'Est, du centre et de l'Ouest vont disparaître en 1956. C'est là, avec la création du département. Vous voyez la continuité. Hein, donc il n'y avait pas rien avant l'émir. Mais son génie propre va lui faire adapter la situation, l'état ancien dont se réclamait Ahmed Bey. D'où le désaccord. C'est que Ahmed Bey se positionnait en aristocrate, en gros, tandis que pour lui, l'émir, c'était un vague paysan qui savait lire et écrire. Donc, il pouvait pas. Or, il ne voyait pas qu'il y avait un état nouveau qui était en train de qui émergeait. Il n'avait jamais rien compris. Il n'a pas compris. Et lui, il se réclamait. Alors, il est allé plus loin que le Dey. Lui, il est allé carrément chercher le soutien de la reconnaissance, du sultan. Par contre, l'émir ne va pas chercher la reconnaissance du sultan en tant que tel, mais il va essayer d'avoir le soutien du sultan comme il va essayer d'avoir le soutien de l'Angleterre. Ouais, il ouvre un autre espace, il ouvre un autre monde à l'histoire de l'Algérie. Bon, c'est comme ça, en tous les cas, que je l'introduis. Pourquoi je dis ça? C'est parce que beaucoup, on parle, et c'est évident, c'est un résistant, certes, mais c'est un homme d'État d'abord. Oui. Il ne se contente pas de résister, et alors, une fois qu'il aura résisté, non, en même temps, il met les bases de cet État et développe cet État. J'aime toujours raconter, et je vous cède la parole, j'aime toujours raconter un incident qui s'est passé justement à Miliana. À Miliana, il va à Miliana et puis il reçoit les gens devant le Qaïd de Miliana et puis il y a une dame qui se plaint. Elle se plaint et lui dit, voilà, ton Qaïd m'a tout pris. Il m'a dépossédé de tous mes biens. Ah bon, pourquoi? Il dit, voilà, on dit que mon fils a rejoint l'armée étrangère. Vous êtes qui? Je suis la veuve de Omar Pacha, Dey d'Alger. À la mort de mon mari, je me suis retiré à Miliana, et c'est vrai, que l'un de mes fils a rejoint l'armée française. Je ne demande rien de ce qui appartient à mes fils. Je demande ce qui m'appartient à moi et à mon autre fils qui, lui, est quelque part dans votre armée. Et là, l'émir dit à son caïd, ramène-moi les registres. C'est ça l'État. Oui. L'État enregistre. Il a des archives et il enregistre. Oui. Et il lui a rendu systématiquement tout ce qui appartenait, tout ce qui lui appartenait à cette dame. Oui, c'est comme ça qu'on voit autre chose que ce qu'il y avait avant. Alors c'est un détail, c'est à la limite de l'anecdote, mais c'est fondamental dans le sens où il n'y a pas d'État qui n'enregistre pas. Oui. Voilà ce ça a commencé avec lui. Vous voulez réagir, M. Boutaleb? Oui. Et Soufi a très bien aussi. Il faut dire que Soufi parlait, il y avait une nation. Il n'y avait pas d'État moderne, enfin, je ne sais pas. Mais il y avait une nation. Et c'est l'État moderne, avec ses structures, ça a été avec l'Émirat de Qatar. Et il va pouvoir justement l'étendre pendant cette période de paix, peut-être après le traité de Des-Michel, où il y a eu 10 années, on va dire, de cohabitation, où il a pu réellement mettre ses bases en place. Il a mis une industrie, il a développé des secteurs. Vous avez parlé du secteur de la santé. Il pensait déjà à l'époque à créer des écoles d'infirmiers. Il vouait un grand respect pour les médecins. Oui, c'est connu. Pour la médecine en général. Il a toujours manifesté durant toute sa vie ce respect de tout ce qui est scientifique. On l'a vu par exemple lorsqu'il a visité l'imprimerie officielle française, il s'est arrêté devant les machines d'imprimerie, les offsets, enfin les premières offsets en disant c'est ça qui nous a vaincus
Ce n'est pas, qui m'a perdu. Ce n'est pas les armes ni la cavalerie. Donc, il était vraiment très. Sa visite également, lorsqu'il était à Amboise, à la gare, et il a demandé au chef de gare de lui montrer, de lui expliquer le mécanisme du train, comment il fonctionnait, etc. Donc, l'Émir Abdelkader, durant toute sa vie, a exprimé un intérêt particulièrement vif à tout ce qui l'entourait, à tout ce qui était nouveau, ce qui était scientifique. Et ce qui explique qu'il a pris tout de suite, dans la mesure bien sûr, de ses possibilités, des mesures pour justement introduire cette nouveauté dans son armée. Aussi bien sur le plan militaire, on a vu par exemple, lorsqu'il y a eu la grande bataille d'Al-Marta, les Français ont utilisé des carrosses pour le transport des munitions, etc. C'est la première fois que donc l'armée algérienne voyait ces carrosses-là. Il a pris un carrosse, il l'a démonté et il l'a offert au roi du Maroc avec des techniciens qui sont partis le remonter devant lui, donc à Fès. Ceci également dans la configuration de l'armée elle-même, puisqu'il y avait les grades qui ont été mis en place. Il y avait également des médecins pour les bataillons, mais également des infirmiers. Il y a eu des écoles. Il y a eu des centres également pour les invalides, pour les blessés, pour la prise en charge. Et chaque officier, chaque sous-officier, chaque soldat avait donc, sur la base d'écrits, ses émoluments, c'est-à-dire son salaire mensuel, mais également les privilèges auxquels il pouvait aspirer, donc sa part, par exemple, de semoule, de viande, de beurre, etc. Donc tout était codifié et réparti en ce qui concerne l'organisation, la place du juge, la place également l'Émir Abdelkader a été le premier à introduire, à créer un corps de police. Oui. Comme il a été également, une fois, donc il circulait dans la région de Mascara, il a vu des enfants qui étaient déguenillés, etc. On lui a dit ce sont des orphelins de personnes qui sont mortes justement dans la lutte contre la France. Et c'est là où il a décidé la création d'écoles ou de centres pour justement les pupilles de la nation, donc pour les enfants, pour les former selon donc la conception militaire. Je veux dire qu'il y a eu beaucoup d'idées qui ont été mises en place par l'Émir Abdelkader et que nous avons repris aujourd'hui. Alors, bon, après le traité de Demichel, il y aura d'autres traités, d'autres généraux qui vont arriver. Il y aura le traité de la Tafna notamment. On voit aussi que c'est un peu chamboulé, qu'il y a une succession de généraux qui vont se suivre. On n'arrive pas peut-être aujourd'hui à reconnaître la puissance de l'émir Abdelkader qui était à l'époque. On n'arrivait pas, il n'avait toujours pas en tout cas reconnu la présence de l'occupation française dans les traités, ce qui lui était demandé. Non, il ne va pas la reconnaître, de toute façon. Ce qui était demandé dans les traités de l'époque. On le reconnaissait lui en tant qu'émir, mais pas l'inverse. Voilà, mais lui, il n'a pas besoin de la reconnaître. En fait, c'est une situation, c'est vrai, qui est très complexe, tant qu'on la voit à partir de, j'allais dire l'ennemi, à partir de la France. Bon. Ce qu'il faut faire, ce qui a été fait, hein, pas par moi, hein, c'est l'histoire de notre côté. Tout à l'heure, donc, le professeur a donné quelques exemples. On peut en ajouter de tout ce qui a été créé. Quand on a 15 000 cavaliers, ça veut dire 15 000 chevaux, ça veut dire qu'il faut toute une série toute une technique d'abord pour les faire à cheval. Oui. C'est pas évident. Ensuite, nourrir tout ce monde-là. Il y avait des manufactures d'armes. Récolter. Oui, c'est tout un système qu'il faut mettre en place. Et c'est cette histoire qu'il faut faire. C'est pas forcément, pas seulement l'histoire héroïque des grandes batailles. Plutôt son organisation et le stratège qu'il était pour mettre en place les bases de l'État. Et ne pas oublier que son rêve, bon, il aimait Tlemcen, donc son problème c'était de retrouver Tlemcen. Ça va se faire, bon là je laisse... Oui, allez-y. Mais son rêve c'était Alger. Oui. C'était rentrer à Alger. Alors, évidemment, ça ne va jamais se faire. Ça ne va jamais se faire. Et c'est ce qui explique peut-être la venue de plus en plus de soldats, parce qu'il y avait à gagner.
Oui. Il y avait beaucoup de choses à gagner pour n'importe quel soldat français qui arrivait ici dans ce pays. Tout à l'heure, encore le professeur, on a parlé de ses enfants. Vous savez que d'après l'historien Marcel Emery, qui va avoir des ennuis à cause de sa vision de l'histoire, il y avait plus d'élèves dans les écoles avant 1830 en Algérie qu'en France. Alors, mais c'est vrai que plus on monte, si j'ose dire, dans la science, moins il y a beaucoup de choses qu'on ignorait encore. C'est vrai. C'était le nombre qui était différent. Le problème de l'émir, qu'il va alors pour le coup résoudre, c'est comment rattraper le retard technologique. Comment rattraper. D'ailleurs, l'une de ses plus grandes richesses, c'était sa bibliothèque, qui est en dehors de ça, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui tenait réellement à ses livres. Il va créer l'armurerie, il va essayer de fondre des canons, mais il va acheter. Oui. Ce qui lui était possible dans un des traités aussi. Voilà. Où que ce soit, de toute façon, mais c'est en Angleterre en général. C'est qu'il va ouvrir ce pays qui était en train de se refermer, il va l'ouvrir aux pays européens. Oui. Il n'hésitait pas à ramener l'expérience des étrangers à les utiliser, du Proche-Orient, de Tunis, que ce soit dans la médecine, l'éducation, dans tous les secteurs. Il a reçu des armes de Tunis, il a reçu plusieurs fois des armes du Maroc, mais également il avait des correspondants au niveau de Gibraltar qui lui achetaient des armes d'Europe et d'Angleterre notamment. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait une véritable lutte inégale. En 1830 jusqu'en 1870, pratiquement 65, disons, la France a été considérée qu'avoir la meilleure armée du terre du monde. Oui. L'armée la meilleure armée de terre du monde. Et ça, c'est prouvé. Puisque dans les années 50 du 19e siècle, la France a envahi l'Italie et a défait l'Empire austro-hongrois avec 30 000 hommes, uniquement. Alors que pour arrêter l'émir Abdelkader, la France a envoyé plus de 100 000 hommes, plus 26 000 supplétifs locaux. Et donc, ça fait pratiquement 130 000 hommes ont été mobilisés de 1839 jusqu'à 1947 pour essayer d'arrêter l'émir. Et ils n'ont pas pu, d'ailleurs, le Bugeaud, avant son départ, parce qu'il est parti quelques mois avant Bugeaud, avant l'émir Abdelkader, il a dit c'est un homme invincible. C'était extraordinaire. Même s'il était dans sa daïra au niveau de la frontière algéro-marocaine, ça ne l'a pas empêché à faire des rentrées, d'aller jusqu'en Kabylie et de revenir, alors qu'il y avait des contingents spécialement équipés qui étaient chargés uniquement de l'arrêter. Et je passe des milliers de personnes qui étaient payées pour essayer de retrouver sa trace ou d'indiquer, enfin, les indicateurs qu'il y avait à l'époque. Alors justement, vous parlez de Bugeaud. Oui, M. Boutaleb. Soufi avait dit que sa visée, c'était pour aller à Alger. C'est après le traité de la Tafna. Si le traité de Michel était circonscrit uniquement à l'ouest, le traité de la Tafna lui reconnaissait jusqu'à pratiquement tout le reste de l'Algérie. Et il n'y avait que Alger qui restait. C'est le traité qui a été accepté par l'État français n'a pas été respecté, puisque par la suite, les troupes françaises sont rentrées de Constantine et sont venues. Et c'est là où il y a eu les tribus de la Mitidja, les Hadjout, qui ont aidé l'émir Abdelkader pour s'installer pratiquement dans le territoire algérien. Et il est allé jusqu'à Biskra, puisqu'il avait un calife à Biskra. Je tenais, pour ne pas oublier, l'émir Abdelkader avait un calife en Kabylie, c'était Ben Salem. Et Ben Salem lui disait, il faut que les gens te voient, parce que ils ne comprennent pas que ils ne se rendaient pas souvent à l'est du pays. Alors, il faut... Peut-être qu'on ne le connaît pas assez, mais quand il est allé inspecter des troupes en Kabylie, 5000 Kabyles l'ont suivi, et il est allé de Bouira à Djidjel,
sous la protection des Kabyles. Il y avait 5000 Kabyles qui l'ont suivi. Alors vous dites que des tribus l'ont porté peut-être, l'ont toujours soutenu, mais il a eu aussi affaire à des tribus qui étaient réfractaires, qui le trahissaient, qui prêtaient serment ou allégeance à l'occupant français. Il a eu beaucoup à faire, à unifier, à essayer de réunifier à chaque fois les tribus aujourd'hui, et en même temps lutter contre l'occupant français. Il y a eu beaucoup de pertes aussi, ce qui le mènera plus tard, on viendra à la création de la Smala. Mais avant, Bugeaud, quand il est venu, quand il est arrivé, il avait une mission, c'était de réduire un peu son influence et réduire de sa puissance. Il ne réussira pas peut-être tout de suite, plus tard. Oui, si vous parlez des adversaires, des adversaires à l'intérieur du pays, le plus gros. En fait, les plus gros, c'était... oui, il y avait les Douair, les Ismaïla, mais leur cas était clair. Leur cas était clair. Il y a eu l'affaire de Ain Madi et des Tijaniya. Et donc, il a mené une campagne contre la confrérie des Tijaniya. Pas simplement parce qu'il était qadiri, mais tout simplement parce qu'il y avait un problème politique qui perdurait avec les Tijaniya de Ain Madi. Il a fait le siège de Ain Madi, puis il est revenu. Et là, ce qui est intéressant, pour dire qu'il y a comme une sorte de continuité, mais c'est que on est là en 35-36, pratiquement presque un siècle avant, le Bey Bouchlaram également s'est attaqué à la Tijaniya. Vers les années 1780, le Bey Mohamed Kbir, donc on n'est plus, l'émir Abdelkader n'est pas encore né, s'est attaqué à la Tijaniya, et lui, c'est le troisième pour éviter la construction d'un État, le fameux, une des lubies de l'administration coloniale, le royaume du Sahara. C'est extraordinaire ce qui va se passer. Et donc, les Tijani ne vont pas marcher avec l'émir, mais ils ne vont pas non plus marcher contre. Ils vont attendre. Ensuite, il va mater toutes, effectivement, les petites tribus. Mais ce n'était pas ça le plus important. Le plus grave, c'est, pour revenir à Bugeaud, et même avant Bugeaud, c'est ce qui va se passer pour les tribus qui vont suivre l'émir. Comment qu'elles vont être massacrées. Tout à l'heure, M. Boutaleb a parlé des Hadjout. Il est resté plus personne. 80 000 personnes. Tous les Hadjout. Les Hadjout pouvaient aligner 80 000 cavaliers. La tribu des Hadjout va disparaître de la surface de la terre pour avoir refusé, alors qu'ils sont aux portes d'Alger. Enfin, oui, on peut dire ça comme ça. Pour avoir refusé, justement, de marcher avec les Français. C'est une tribu qui va être... Il n'y a plus que la ville de Hadjout aujourd'hui, qui s'appelle Hadjout. Il faudrait rappeler peut-être qu'il y avait une sauvagerie extrême et barbarie terrible qui était menée par les occupants français. Ils n'hésitaient pas à pratiquer la terre brûlée, on le savait. Ils vont faire Bugeaud, son nom va être accolé à la... Et là aussi, en 1846, c'est-à-dire qu'au moment où déjà l'émir commence à fléchir, vous savez qu'on ne quittait pas Oran. On ne pouvait pas dire, bon, voilà, je vais à Tlemcen et je reviens. Impossible. Il fallait attendre que se fasse un convoi militaire. Et donc, les civils pouvaient alors sortir d'Oran, alors qu'en principe, l'émir... Voilà, avec le convoi militaire. Et puis, ne voilà-t-il pas que raconte l'abbé Bergès, qui a fait un livre sur les Iyanides, il dit qu'un soir, du côté de Témouchent, à Chabat el-Ham, ils avaient donc arrêté, ils avaient fait le campement, et puis ils voient, au sommet de la colline, 2 ou 3 cavaliers. Et ça a été le branle-bas de combat, c'est l'émir qui va nous attaquer. Bon, ça a été une fausse alerte. Mais nous sommes en 1846. C'est-à-dire que l'émir n'a plus autant de force politique. Aucune personne ne pouvait quitter Alger pour aller à Blida. Il fallait faire un convoi aussi. Ce sont ces détails mis l'un à côté de l'autre qui montrent justement non pas seulement les capacités de résistance, mais la réalité politique et militaire de l'émir Abdelkader
jusqu'à la fin. Et Bugeaud, ben, il a compris ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il fallait faire, mais il ne faut pas oublier que tous ces généraux ont fait une autre guerre avant de venir ici. C'est la guerre d'Espagne. Hein, c'est là qu'ils se sont entraînés à tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Ils racontaient même leurs exploits. En Espagne, il s'est passé des choses très graves avec les armées napoléoniennes. Et donc ensuite, ce sont ces officiers qui n'étaient pas généraux, qui étaient encore capitaines, etc., qui vont venir ici et qui vont continuer à faire ce qu'ils avaient appris en Espagne, c'est-à-dire considérer l'ennemi comme n'étant pas un individu, comme n'étant pas un être humain. D'où les enfumades, d'où les emmurades, d'où enfin la politique de la terre brûlée qui va mettre le pays à genoux. Oui. Les enfumades, vous savez que la tribu des Ouled, pour se protéger, sont rentrés dans une grotte qui était à Ouaddalia. C'était entre le département de Mossagadem et le département de Chlef. Et il a toutes les tribus, les femmes, les hommes. Alors il y a une image terrible où on voit un homme qui tenait par les cornes un taureau qui était devenu fou et qui fonçait sur le bébé que tenait sa femme. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, les généraux français qui ont fait le compte-rendu, ils ont dit à Bugeaud, voilà ce qu'il leur a dit, le cuir de mon tambour vaut mieux que la peau vaut plus cher que celle d'un Algérien. Ouais. Alors il fut contraint d'abdiquer plus tard, peut-être face à la sauvagerie, à la tyrannie, au mal que vivait son peuple. Comment peut-on expliquer aujourd'hui sa reddition? Génocide, oui. Parce que si vous prenez, c'est vrai, c'est un autre débat, mais la population, il y avait combien d'Algériens en 1830 oui. Khoja parle dans son livre Le Miroir de 10 millions de personnes, lui qui était au courant parce que c'était un importateur, le principal importateur pour l'État algérien de l'époque, mais également ses parents. Il avait un parent qui était ministre des Finances, son oncle, etc. Donc il était bien au courant de ce qui se passait. Les Français ont avancé le chiffre de 3 millions, mais Bugeaud a parlé de 8 millions au début de 1940 et il a parlé de 4 millions par la suite. Mais en fait, il y a un problème dans les chiffres. Quoi qu'il en soit, le deuxième recensement a montré qu'il n'en restait que 1 200 000 personnes. Oui. Alors, si on part du chiffre de 10 millions, ou de 8 millions, ou de 6 millions, où sont passés les autres? Avec une période de 70 ans. En 70 ans, la population algérienne, après l'indépendance, en 40 ans, elle a doublé. Donc, ou même pas, en 30 ans, elle a doublé. Il y a eu un véritable génocide, monsieur. Donc, il y a eu des génocides. Vous ne s'en cachez pas, de toute Pour façon, ce qui est des enfumades, il n'y a que 4 qui sont connus parce qu'il y a eu des écrits des militaires français à leur famille notamment, etc. Et ensuite, Bugeaud a interdit aux militaires d'en parler. Et ce sont que les archives militaires françaises qui peuvent donc le dire. Or, ces archives, jusqu'à présent, ne sont pas accessibles. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour parler encore de tout ce qui a été fait. Après, on arrive à cette reddition de l'émir Abdelkader. Il abdique, mais il faut savoir qu'il avait réuni d'abord son conseil pour décider s'il devait se retirer, se rendre. En fait, on ne peut pas parler de reddition, c'est ce que je disais à Alors, comment expliquer aujourd'hui cette reddition? En fait, il y a eu... Ou cette... oui, il y a indication. Comment dirais-je, c'est pas une reddition, c'est une armistice. Oui. Parce que il s'est rendu en posant des conditions. Les Allemands se sont rendus sans condition. Quand il y a eu en 1945, lui a négocié un armistice avec ceux qui ont en force. Il a capitulé, si vous voulez. Ça veut dire s'il a capitulé, c'est-à-dire que l'État existait, capitulé, mais avec conditions.
Et il a passé la nuit avec ses compagnons à Sidi Ibrahim et il les a consultés pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Il y a trois solutions. Est-ce que on continuera à combattre et les troupes les massacreront les Algériens là où ils sont. Et puis finalement, après avoir été le chef de la résistance, on me traitera de bandit. Il y avait l'autre solution, c'était de se rendre aux Marocains, mais le royaume à l'époque avait signé avec les Français un traité d'alliance. Il le pourchassait, le considérait comme un ennemi. D'alliance, et il l'aurait certainement exécuté. Il restait la solution de négocier avec les Français, parce que lui pensait que les Français allaient respecter les clauses aussi. Parce que c'était une nation qui avait des traités qu'ils ont respectés. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas respecté les traités. Ils l'ont quand même trahi. Oui, votre regard sur cette capitulation. Il n'y a pas eu de reddition. Il ne pouvait pas y avoir une reddition parce qu'il n'y a pas eu de défaite militaire. Il n'avait pas perdu. Je vous racontais l'anecdote de ce qui s'est passé entre Oran et Tlemcen en 1846. Il n'a pas perdu. Il y a eu des négociations de part et d'autre, et il y a eu, évidemment, lui, il a cru en la parole donnée, et il y a eu trahison de la parole donnée, et ce n'est pas la première fois, comme je disais à mes il y a eu les traités de la Tafna qui a dans l'histoire de la France et de l'histoire coloniale de la France. Il y a eu un autre grand exemple, ce qui s'est passé à Haïti, et si les Haïtiens souffrent encore, d'après les dernières recherches, c'est encore ce qui s'est passé avec Toussaint Louverture en 1810, je crois, où on lui a dit d'arrêter de combattre. Le général Moreau lui dit d'arrêter de combattre et on vient discuter avec nous, on va se mettre d'accord. Et puis c'est là, évidemment, ils se sont mis d'accord et puis il s'est retrouvé dans un bateau en direction de la France. Oui. C'est exactement ce qui va se passer pour l'émir, ils se mettent d'accord. Lui, il se sacrifie, il part, mais il demande des garanties pour ceux qui restent. Et il part où? Pour Alexandrie et il se retrouve en France. À Toulon. Il est emprisonné, Toulon, Pau, Amboise, alors pendant 5 ans. Il ne partait pas pour la France. Oui, il partait pour l'Orient. Il partait pour l'Orient. Et le bateau, entre-temps, a fait demi-tour. C'est vrai que lorsqu'on a des sentiments, je ne sais même pas comment les qualifier. Ah oui, il s'est rendu, il aurait dû se battre jusqu'à la mort, il aurait dû... Enfin, expliquer aujourd'hui son geste de capitulation. Il faut peut-être expliquer les quelques jours d'avant. Les Marocains ont mobilisé 3 corps d'armée de 35 000 hommes. Oui, ils ont resserré les taux qui ont marché sur la Daïra. La Daïra, c'est les familles qui avaient, à l'époque, les enfants, les femmes, etc., qui étaient gardés par quelques fantassins. Et l'émir Abdelkader a été obligé d'affronter le premier corps d'armée, ensuite le deuxième corps d'armée, pour gagner du temps, de façon à faire passer la Melouia, c'est-à-dire le lac qui sépare l'Algérie du Maroc, la rivière, pour pouvoir un peu passer de l'autre côté. Il ne lui est resté à ce moment-là que pratiquement 800 cavaliers et 400 fantassins. 1200 personnes, c'est tout. Alors que les corps d'armée français s'approchaient dangereusement de la frontière, il pleuvait, etc. Et là, il y a eu donc discussion. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce qu'il avait encore la possibilité de partir sur le sud, mais uniquement avec les cavaliers. Les autres étaient abandonnés, les familles, etc. Ou aller, la deuxième position, aller vers le Maroc. Mais il faut savoir que les Marocains venaient de l'attaquer, ensuite venaient également de tuer, enfin d'assassiner son envoyé spécial, le khalife Abou Hamidi, comme ils avaient tué déjà le Berkani en 1846. Il lui restait la négociation. Et donc, voilà, donc et la majorité des gens présents avaient dit, bon, ça fait rien, on peut discuter avec les Français, parce que ils sont connus sur le plan international, ils ont des traités, etc., etc. Et là, il y a eu une négociation. Et il y a eu signature de lettres entre la Mauricière et lui, et la lettre a été immédiatement validée par le fils du roi,
qui venait de débarquer à Ghazouat. Et ce ne sera qu'avec l'arrivée de Napoléon III qu'il sera libéré, bien sûr. On va parler, il nous reste très peu de temps, on pourrait en parler pendant des heures, on va parler de ce côté humanitaire, précurseur chez l'émir Abdelkader, puisqu'on le disait, avant-gardiste sur les droits de l'homme, puisqu'il prenait en charge les prisonniers, il les traitait de manière à ce qu'il ne manque de rien. On dit même que c'est sa mère qui nourrissait les prisonnières. C'était un avant-gardiste sur ce plan? Oui, sur ce plan-là, oui, parce que malheureusement, jusqu'à présent, on ne lui a pas rendu hommage suffisamment au plan international pour ce qu'il a fait, alors que d'autres, comme par exemple Liebert, donc aux États-Unis, est considéré comme un précurseur. L'émir Abdelkader, à ce titre, peut être considéré comme un véritable fondateur des droits de l'homme, bien avant Henri Dunant, puisque en 1835, il avait mis en place un édit, ou ce qu'on appelle un décret maintenant, dans lequel était spécifié que d'abord, on ne pouvait pas tuer un soldat, un prisonnier qui a été pris, que ce prisonnier devait être remis aux autorités, et que s'il arrivait dans de bonnes conditions, on donnait une compensation financière à celui qui l'a ramené. Mais celui qui se permettait des outrages ou des violences contre le prisonnier pouvait également faire l'objet de sanctions. Donc c'était la première fois où cet édit a été proclamé en 1835 et appliqué, puisqu'il y a plusieurs écrits, témoignages, de soldats français, mais également de soldats allemands de la Légion qui ont été pris et qui ont reconnu cela. Le comportement de l'émir a été exemplaire vis-à-vis des prisonniers. Je passe rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais par exemple, il a écrit à l'archevêque d'Alger pour lui demander un prêtre pour venir officier au niveau des prisonniers, parce qu'ils avaient besoin, bien sûr, de spiritualité pour les chrétiens, parce qu'ils étaient tous chrétiens. Il a les prisonniers qui participaient aux travaux recevaient une compensation financière, mais ils étaient libres le dimanche, ils n'avaient pas de travail. Il faut savoir qu'il était très ouvert sur... il était pour une société pluriconfessionnelle, il avait parmi son armée des soldats aussi étrangers. Absolument. Il avait alors les déserteurs qui sont venus... qui n'étaient pas obligés... Les estimations montrent qu'il y a eu pratiquement 5000 personnes qui ont déserté l'armée française, parmi les Allemands, les Autrichiens, etc., et qui ont rejoint l'émir. Et l'émir a eu plus de 1000 prisonniers, pratiquement 2000 prisonniers durant cette période-là. Il ne les obligeait pas à se reconvertir, absolument je voulais dire, pas. Et certains qui sont venus pour lui dire nous voulons embrasser l'islam, il leur a dit non, prenez du temps, allez réfléchir, et si demain on va vous libérer, qu'est-ce que vous allez dire à vos coreligionnaires? Donc c'était sous la pression, bien sûr. Le comportement de l'émir avec ses prisonniers, avec les étrangers de façon générale, était exemplaire, mais il faut dire également que l'émir a ramené des techniciens. Par exemple, nous n'avons pas parlé beaucoup de l'industrie militaire qu'il a mis en place et qui a permis de mettre des hauts fourneaux, de la fonderie, etc. Parmi eux, il y avait des ingénieurs et techniciens qui étaient à Tekdemt et à Miliana. Et lorsque la guerre... derrière nous, justement, la manufacture de Miliana qui est voilà, et lorsque la guerre a éclaté, les techniciens voulaient rejoindre les rangs français. Il leur a donné la somme sur laquelle ils se sont entendus, alors qu'ils n'avaient pas terminé leurs travaux, et ils les ont raccompagnés jusqu'aux lignes françaises. Il faut également rappeler que l'émir a été initiateur dans les échanges de prisonniers, et lorsque les Français ont refusé de négocier les prisonniers, il a fait des libérations volontaires de plusieurs centaines de prisonniers, à plusieurs reprises. Alors juste pour revenir sur son côté humanisme, il disait que à ses yeux, seule la compétence, la piété et l'intégrité avaient de la valeur. Il disait « Ne demandez jamais l'origine d'un homme, interrogez plutôt sa vie, ses actes, son courage, ses qualités, vous saurez ce qu'il est. Si l'eau puisée dans une rivière est saine, c'est qu'elle vient d'une source pure. » Il n'était pas donc du tout contre... il était aussi pour le rapprochement des deux peuples entre l'Orient et l'Occident. On verra un peu son combat qu'il mènera à Damas. Lorsqu'il sortira de prison de France, lorsque Napoléon III le libérera, il se réfugiera donc à Damas, où on va dire qu'il quitte un petit peu le combat physique, mais qu'il rentre dans une spiritualité profonde, où il se plonge dans le soufisme. Et c'est en 1860 que Damas vit une situation difficile où les chrétiens sont attaqués, et c'est là qu'il rentre en jeu et qu'il se fera connaître encore plus au niveau international. Mais là, la petite phrase que vous avez prononcée,
il l'a prononcé à Bagdad. Bahir de Sidi Abd al-Qadir al-Jilani, c'est là qu'il l'a prononcé quand on lui a dit « Mais toi, tu sors d'où ?» Vous savez, ce mépris des Orientaux pour les Maghrébins. Puis tout d'un coup, il tombe devant un jeune Maghrébin qui répond à leurs questions. Donc ça a été dit quand il était encore mais il gardait en tête cette... Mais c'est une leçon de morale. Oui, c'est une leçon de morale. Il acceptait toutes les origines. C'est qu'elle est toujours valable aujourd'hui. C'est les actes qui étaient les plus forts. Alors pour revenir à Damas maintenant, où il sauve 12 000 chrétiens d'un massacre certain, c'est là qu'il se fait connaître. Il n'hésite pas à réunir les Algériens, les armées et à aller contrecarrer ce massacre. Je pense que l'émir Abdelkader a agi en grand stratège. Et il a sauvé, à l'époque, donc c'était entre le 7 et le 12 juillet 1860, il a sauvé l'écroulement de l'Empire ottoman en intervenant de cette façon-là. Ce qu'il faut dire à l'époque, c'est que les maronites, qui sont des chrétiens, ont attaqué les Druzes au niveau du Liban, et les Druzes de Damas ont voulu venger les leurs. Et c'est pour ça qu'ils sont attaqués aux chrétiens. Et les chrétiens sont venus, quelques chrétiens sont venus voir l'émir Abdelkader. Et l'émir Abdelkader leur a assuré de sa protection. Il a ouvert sa maison. Il a envoyé différentes personnes dans tous les quartiers pour un peu ramener vers lui, y compris en promettant de l'argent pour les personnes qui étaient ramenées sains et saufs. Il a également protégé les consulats. Il y avait de 6 ou 7 pays qui étaient là-bas, la Grèce, la Russie. Il n'a pas hésité à les héberger dans ses demeures. C'est pas une petite maison, hein, c'est une immense ferme. Oui. Attention. Il parle de 12 000 chrétiens. Et c'est pour ça que 12 000, voilà, bien sûr. De toutes ces demeures, oui. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que la marine anglaise était en face de Beyrouth et que l'armée française, le contingent, était débarqué et se trouvait sur le sol donc libanais. Dans la nuit même, l'émir Abdelkader est allé voir le chef de l'armée française, qui était le général Hautpoul, en lui demandant de ne pas bouger parce qu'il allait régler le problème. Et que dans le cas où l'armée française, parce que c'est peut-être un élément qui n'est pas connu sur le plan historique, et que si l'armée française allait marcher sur Damas, il était obligé de s'opposer à elle. Et donc ça, c'est un élément que beaucoup de gens ne savent pas. Oui, monsieur Boutaleb. L'actualité de maintenant, ça veut dire que ce qui se passe maintenant, l'émir Abdelkader a évité, il y a un siècle et demi, il a évité ce massacre qui aurait permis aux puissances étrangères d'occuper la Syrie et le Liban et aussi la Jordanie, le Grand Maghreb. Le Grand Maghreb, Bled Shem, ils étaient unis, il y avait plusieurs pays, il y avait plusieurs ethnies, il y avait les Syriens, les Jordaniens et les Irakiens, tous ceux-là formaient un seul peuple. Et maintenant, ce que nous voyons actuellement, c'est qu'ils veulent détruire ces pays qui existaient déjà. Parce qu'on dit que Damas, c'est une des premières civilisations mondiales et que c'était la première ville qui a été créée pendant l'humanité. Alors cet acte héroïque, quand il arrive à sauver 12 000 chrétiens, lui vaudra la reconnaissance de très grandes puissances étrangères. Absolument. Il est décoré par plusieurs pays, la Russie, l'Angleterre, la France aussi. On lui reconnaît. Ces décorations, en fait, c'est ces décorations-là qui ont été données après 1860, qu'on voit une fois donc portées par l'émir Abdelkader, et que certains qui jouent un peu avec l'histoire donnent l'impression que c'était antérieur. C'est pas antérieur. Tout a été, en fait, après 1860, il a reçu des cadeaux, effectivement, de la reine Victoria, du président Lincoln. Sans compter que le peintre lui-même, il en a ajouté quelques-unes. Voilà. Mais c'est de là qu'est née cette mauvaise légende. Cette mauvaise légende de la maçonnerie, de ses rapports avec la franc-maçonnerie. C'est à peu près... Ça coïncide, et moi je pense que c'est là qu'est né, comme quoi il avait adhéré à une loge maçonnique, ce qui est
ce qui est une aberration. Une aberration intellectuelle, hein, pas politique, une aberration La franc-maçonnerie intellectuelle. voulait récupérer après qu'il ait sauvé les 12 000 chrétiens et ils l'ont approché. Voilà, une loge maçonnique pour avoir un peu plus de poids. On a l'émir avec nous, on a Abdelkader, l'émir Abdelkader avec nous. Qui était à ce moment-là une grande figure dans le monde. Oui. L'émir Abdelkader a dominé le 19e siècle, donc c'est tout à fait normal que les francs-maçons ou autres ont tenté de l'approcher. voulaient bien sûr pour lui accaparer donner son une image. loge, D'ailleurs, il y a une autre preuve. En 1865, il a été invité à visiter la foire universelle à Paris et il a refusé d'aller à l'invitation des maçons. Il n'avait pas le temps. Quand on parle de l'émir Abdelkader, je voudrais souligner quelque chose. C'était aux États-Unis, il y a des trappeurs qui ont commencé à construire un village qui deviendra par la suite une ville. Ils voulaient lui donner un nom et ils recevaient à l'époque des journaux. Alors les exploits de l'émir Abdelkader étaient rapportés. Ils ont dit c'est cet homme-là qu'on va baptiser notre village de son nom. C'est pour ça que c'est resté El Kader. Et ça alors qu'il combattait encore, hein. C'est pas après. C'est dans les années 40, oui. Alors, il faut dire. Et maintenant, à El Kader, ils sont en train d'étudier l'émir Abdelkader. Et on a une fondation là-bas, l'émir Abdelkader, aux États-Unis. Et cette fondation diffuse tous les ans des livres de l'émir Abdelkader et récompense les gens qui ont résumé ces livres pour les... Alors, il faut dire que... Enfin, je pêche pour ma mosquée. L'émir Abdelkader était connu en Amérique latine, puisqu'on lui a construit une stèle. Une stèle. Une secte à Caracas. À Caracas, c'était Caracas au Cuba. Et il y a une ville qui porte son nom aux États-Unis. C'est ça, El Kader. Alors, il y a les Français qui ont... Ils ont voulu s'annexer l'émir Abdelkader pendant l'année de l'Algérie en France. Toutes les manifestations sur l'émir Abdelkader, ils disaient « héros des deux rives ». C'est un héros algérien qui voulait coloniser encore l'émir Abdelkader. Alors, on arrive un peu à la fin de l'émission. Je pense qu'on pourrait rester discuter encore des heures. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'émir Abdelkader était connu comme étant un fin stratège, un homme très spirituel. Pour revenir à sa bibliothèque, lorsqu'elle a été brûlée, on a retrouvé un peu les journaux découpés de tout ce qui se passait, parce qu'il surveillait tout ce qui se passait chez ses ennemis. Il avait un peu des agents, même en France, on disait. Il lisait tout ce qui se passait chez eux, les journaux, il découpait tout ce qui se faisait dans les assemblées. C'était quelqu'un qui se tenait au courant de tout ce qui se passait autour de lui et intervenait toujours en rapport avec sa foi et sa spiritualité. Un dernier mot très rapidement, messieurs, pour clore cette émission, professeur Khiyati. Vous vous êtes penché sur la vie de l'émir Abdelkader. Qu'est-ce qui vous a fasciné en lui? L'émir Abdelkader, en fait, c'est un homme exceptionnel et c'est un homme qui a dominé le 19e siècle sur toute son étendue. Il n'y a pas un exemple d'un homme d'une autre nation qui a autant fait que l'émir Abdelkader durant le 19e siècle. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui fiers d'en parler. Et celui qui essaie de connaître l'émir Abdelkader va devenir tout de suite un passionné de l'émir. Professeur Fouad Soufi. Oui, je ne serai pas aussi dithyrambique, quoique je partage globalement ce que vous dites. Oui. Hein. Non, moi j'aime bien dire et répéter qu'il n'a connu qu'une seule défaite. C'est la destruction de sa bibliothèque et de ses archives. Au-delà même de sa mère qui était au milieu, enfin peu importe. Je pense que et c'est ce qui le caractérise. Qu'est-ce qu'il a apporté aujourd'hui à l'Algérie lors de son combat? En deux mots. En deux mots, la fierté d'être algérien. Monsieur Boutaleb. Je veux dire deux choses d'abord. Oui. L'émir Abdelkader a fait connaître Ibn Arabi. Oui, un de ses maîtres. Il avait demandé même à être inhumé à côté de lui. Il les a imprimés et diffusés dans le monde arabe.
Ça, c'était la spiritualité. Maintenant, pour ce qui est des droits de l'homme, quand il y a 2 ans, il était présent, nous avons fait un colloque où nous avons évoqué justement les droits humanitaires. Le président de la Croix-Rouge internationale, qui était un chef d'État, est venu parce qu'on lui avait remis les ouvrages de l'émir. Il est tombé en admiration. Et par la suite, il y a quelqu'un qui m'a dit à l'époque, comment ça se fait, tu invites le président tu invites le président de la Croix-Rouge internationale qui est rang de chef d'État, et moi, je n'ai pas pu le faire parce qu'à l'époque, il était ministre des Affaires étrangères. C'est pas la peine. Et je lui ai dit, le président de la Croix-Rouge algérienne ne venait ni pour toi ni pour moi. Il est venu pour l'émirat Abdelkader. Merci. Et là, je voudrais ajouter quelque chose. Maintenant, à la Croix-Rouge internationale, on a installé des statues de l'émirat Abdelkader à la rentrée. Et c'est du musée, du CICR. Au CICR. Merci à vous tous, messieurs, d'avoir participé avec nous. Nous nous trouvons au musée central de l'armée, comme je vous le disais au début de notre émission, au pavillon dédié à l'émir Abdelkader. Nous avons accueilli avec nous monsieur Mohamed Boutaleb, qui est président, vous êtes président de la fondation de l'émir Abdelkader et descendant direct de l'émir. Professeur Moustapha Khiyati, enseignant et chercheur et écrivain, vous êtes penché sur la vie de l'émir Abdelkader. Et professeur Fouad Soufli, historien et chercheur au CRASC. Merci d'avoir été avec nous tous les trois et de nous avoir apporté un éclairage supplémentaire sur la vie de l'émir. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous laisse en très bonne compagnie sur notre chaîne Canal Algérie. Au revoir et très bonne fin de soirée.